Nous sommes de retour dans cette édition du 3 novembre du Minimac de la lettre de l'acheteur. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver notre invité du jour, Monsieur Benjamin Louvet. Bonjour Monsieur Louvet. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de la recherche, directeur de la gestion matières premières chez Ophi Asset Management. Benjamin, on va commencer avec vous par ce thème d'actualité qui est dans toutes les têtes. Malheureusement, c'est la reprise du conflit au Proche-Orient. Tout le monde y va de son scénario actuellement, la Banque mondiale, l'AIE, l'OPEP. Quel est selon vous le scénario qu'il faut privilégier selon vous ? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a quand même clairement une volonté d'essayer de circonscrire le conflit à la zone de départ, c'est-à-dire qu'il ne déborde pas sur les pays voisins. On a notamment un rôle très important joué par les Américains dans ce but, puisqu'ils ont annoncé l'envoi d'un porte-avions, puis deux, puis trois porte-avions. Il faut savoir également que les Américains ont aux portes du détroit d'Ormuz la 5e flotte qui est installée. Donc, il y a une volonté d'essayer d'éviter que le conflit dépasse les frontières d'Israël aujourd'hui et de la Palestine, parce que on sent que déjà, on a quelques affrontements avec le Hezbollah juste à côté qui peuvent éventuellement envenimer un peu la situation. Mais le gros enjeu, en réalité, c'est que le conflit ne déborde pas sur l'Iran, auquel cas, là, on pourrait avoir un vrai problème parce qu'on aurait un acteur majeur du monde de la région qui serait impliqué, qui est en plus un gros producteur de pétrole. Et donc là, ça pourrait déstabiliser sérieusement le marché de l'énergie et nous emmener vers une situation qui pourrait avoir des conséquences économiques graves, avec potentiellement une envolée des prix du pétrole. Donc en fait, ce à quoi est pendu le marché pétrolier, c'est beaucoup finalement des nouvelles. On attend beaucoup, l'évolution se fait au gré des nouvelles. Ceci étant, on se souvient qu'il y a 15 jours, l'Iran a appelé les pays musulmans producteurs de pétrole à boycotter Israël. Ça n'a pas eu effet, ça n'a pas pris. Du coup, par la force des choses, j'imagine que vous êtes plutôt confiant et que le prix du baril de pétrole de Brent devrait rester aux alentours de 85-90 $ globalement. C'est votre scénario ? Alors oui, on est plutôt confiant. Alors l'appel de l'Iran est un appel auquel peu d'acteurs ont vraiment porté attention pour une raison simple, c'est que l'Iran appelle régulièrement à ce boycott. Donc en fait, c'est pas une grosse nouveauté. Effectivement, pour l'instant, en fait, l'enjeu, c'est de savoir si le marché du pétrole est perturbé par l'ensemble de ce qui se passe dans la région. Et pour l'instant, force est de constater que le pétrole circule assez librement. Il n'y a pas eu d'impact sur les flux pétroliers. Et donc, ça rassure le marché, ce qui explique la relative stabilité des prix du pétrole pour l'instant. À notre sens, malgré tout, le prix du pétrole pourrait monter encore un petit peu parce que, au-delà de cette problématique régionale, de conflit régional, on a un vrai sujet d'équilibre entre l'offre et la demande avec l'Arabie Saoudite et l'OPEP qui ont baissé leur production ces derniers mois, ce qui entraîne une tension et une baisse des stocks un peu partout. Donc pour l'instant, on arrive à compenser avec les stocks. Mais si ça devait durer un peu plus longtemps, on pourrait voir les prix du pétrole revenir tranquillement vers les 100 $. Très bien, donc du coup ce que ça veut dire c'est qu'on est de nouveau de retour à l'analyse des fondamentaux, donc l'analyse de l'offre et de la demande pour comprendre les évolutions du baril de Brent, des barils de Brent et de WTI actuellement. Oui, tout à fait. Tant qu'en fait on n'a pas de débordement de la zone qui nous emmène vers une indisponibilité partielle du pétrole, et encore si cette indisponibilité était relativement légère, on a moyen de compenser parce que je le disais, l'Arabie Saoudite a baissé sa production, donc elle dispose d'une réserve qu'elle a dit être prête à mettre sur le marché si nécessaire. Je rappelle que l'Arabie Saoudite a pour l'instant baissé sa production de 2 millions de barils par jour, donc elle pourrait remettre ces barils si les prix du pétrole venaient à s'envoler. Mais on a globalement une certaine stabilité à attendre et un retour des fondamentaux qui en fait n'ont jamais vraiment quitté l'esprit du marché, puisqu'on l'a bien vu à la suite de ces événements. Nous n'avons pas eu d'envolée des cours du pétrole. Il y a eu une petite remontée de 3 à 4% le premier jour, et puis très vite le marché s'est calmé et est revenu sur ses fondamentaux. Le marché du pétrole peut s'analyser, on sait qu'il y a deux prix, il y a le spot et le marché spot et le marché à terme. Ce qui fait que souvent il peut se retrouver dans une configuration qu'on appelle backwardation ou contango. Actuellement il est dans quelle configuration, Benjamin, et est-ce que ça peut justement expliquer le fait que le marché ne réagit pas ou réagit peu au conflit au Proche-Orient ?
Alors actuellement, le marché du pétrole est dans une situation qu'on appelle de backwardation, qui n'est pas la situation normale, hein. Traditionnellement, les prix à terme valent plus cher que les prix comptants, ce qui est logique parce que si vous achetez du pétrole comptant, il va falloir le stocker pour la période. Et donc, si vous achetez le prix à terme, pour que ce soit équivalent, eh bien, il faut que vous payiez le coût comptant plus le coût de stockage. Quand on arrive dans une situation un peu tendue, où on a des craintes sur l'approvisionnement, eh bien, on se retrouve dans une situation où les acteurs de marché sont prêts à payer plus cher le pétrole tout de suite. Et donc, on se retrouve dans cette situation de backwardation avec les prix comptants qui passent au-dessus des prix à terme, parce que à court terme, on n'est pas sûr de pouvoir se fournir en pétrole. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché est dans cette situation de backwardation, mais il était déjà avant le conflit au Proche-Orient, et c'était plus lié justement à ces réductions de production que j'évoquais tout à l'heure de la part de l'OPEP+, et notamment de l'Arabie Saoudite et de la Russie, qui fait qu'on attend un déstockage de pétrole sur le court terme. Donc les investisseurs, les producteurs, enfin les consommateurs de pétrole, ayant peur de ne pas pouvoir trouver tout le pétrole dont ils ont besoin à court terme, sont prêts à payer une prime pour être sûrs d'avoir leur pétrole tout de suite. Donc on voit bien que c'est un fonctionnement normal du marché qui n'est pas lié effectivement à la situation qu'on peut connaître. En tout cas, il n'y a pas de tension sur les prix à moyen terme aujourd'hui dans le cadre de ce conflit. Pas de tension à moyen terme, et ben on est ravis de l'entendre. Ceci étant, quand on écoute les décideurs politiques, ils semblent quand même redouter un peu, même si l'inflation a baissé globalement dans les grandes économies et notamment la zone euro, on sait que la composante inflation, la composante énergétique y est pour beaucoup. Ceci étant, tout le monde s'accorde à dire qu'il ne faut pas crier victoire trop tôt. Du coup, par la force des choses, si on revient sur cette logique de prix et donc d'inflation, pour faire le lien, en fait, en gros, c'est pour dire que le coût du capital est extrêmement élevé en ce moment. Si on étudie le dernier rapport de l'OPEP, il prédit que la demande devrait augmenter d'ici 16% d'ici à 2045. Benjamin, comment est-ce qu'on peut stimuler la croissance aujourd'hui alors que le coût du capital est extrêmement élevé ? C'est un vrai sujet, en tout cas pour la croissance de production d'énergie d'une façon générale. On voit le problème se poser dans le cadre de la production pétrolière, mais également dans le cadre de la production d'énergie renouvelable. Les coûts sont en train d'être revus. On a vu aux États-Unis plusieurs appels d'offres qui ont été remportés par des compagnies qui ont ensuite demandé une révision du prix à la hausse parce que les coûts du capital, maintenant plus l'inflation, ne leur permettent pas de produire dans de bonnes conditions aux tarifs qui ont été négociés. Donc les derniers tarifs négociés, pour vous donner un ordre d'idée sur ces projets, c'est 141 $ du mégawattheure. Pour vous donner un élément de comparaison, l'EPR de Flamanville, qui a fait scandale à cause des dépassements de délai, à cause des dépassements de financement, va revenir à 120 € du mégawattheure. Donc on voit bien qu'on a un renchérissement du coût de l'énergie. Et dans le domaine du pétrole, c'est encore plus renforcé parce que, compte tenu du fait qu'on ne sait pas à un horizon moyen terme de combien on va devoir disposer de pétrole. Vous le rappeliez, l'OPEP dit que la demande va augmenter jusqu'en 2045, mais l'Agence internationale à l'énergie, qui conseille les pays de l'OCDE sur leur politique pétrolière et politique énergétique d'une façon générale, elle prédit un pic de la consommation de pétrole en 2028. Et à partir de là, un plateau. Donc en fait, à cause de tout ça, à cause de la hausse des coûts du capital et à cause de cette incertitude sur la consommation de pétrole, eh bien les compagnies pétrolières sont beaucoup plus réticentes à investir et vont chercher à investir dans des projets qui vont être rentables beaucoup plus vite. La logique étant, je ne sais pas pour combien de temps je vais pouvoir vendre mon pétrole, et donc je vais essayer d'aller plus tôt chercher des projets qui vont être rentables très vite. C'est d'ailleurs ce qu'on constate en ce moment avec les dernières grandes annonces qui ont eu lieu en termes de rapprochement dans le secteur pétrolier aux États-Unis, où Exxon a annoncé le rachat de Pioneer et Chevron le rachat de Hess. Ces deux sociétés sont des sociétés, les deux sociétés rachetées sont des sociétés qui font du pétrole de schiste, et le pétrole de schiste a cette spécificité de pouvoir être mis en route très rapidement et de s'épuiser assez rapidement. Donc en gros, il faut 6 mois pour mettre en place un nouveau puits de pétrole de schiste, et au bout de 18 mois, il a perdu 70% de sa production. Donc on a avec ça une capacité de réactivité en fait à une hausse des prix et une capacité à faire de la rentabilité à court terme qui est importante. Je pense que c'est ce qui justifie ces mouvements. Mais en tout état de cause, effectivement, il est très probable que l'énergie va
devoir coûter plus cher dans les années qui viennent. Écoutez, on suivra ça avec attention. Vous avez fait mention de l'AIE. L'AIE a souligné dans son dernier rapport que le système énergétique s'est engagé dans une transformation profonde qui doit accélérer. Ceci étant, en parallèle, il y a d'autres facteurs qui pourraient éventuellement peser sur cette transformation nécessaire. C'est notamment la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine qui prend de jour en jour de nouveaux tournants. Les nouveaux tours de vis sont faits. Est-ce que cette guerre froide technologique peut avoir une incidence sur cette transition énergétique selon vous? Bien sûr, on le voit, c'est l'objet d'un livre qu'on vient de publier avec Emmanuel H autour de la problématique des métaux. Et en fait, la guerre des métaux a commencé. Il faut savoir que la Chine est un acteur incontournable aujourd'hui. Toutes les technologies bas carbone, tout ce qui est précurseur des éoliennes, des panneaux solaires, des batteries, sont très majoritairement produits en Chine, 60 à 80%. Et pour ce qui est des métaux également, la Chine est extrêmement présente. Ça fait 20 ans qu'elle peaufine sa stratégie sur le sujet. Et donc sur les métaux où elle n'est pas très, très présente, elle est en revanche très présente sur le raffinage. C'est le cas pour le lithium, par exemple, dont elle produit, sa part dans la production mondiale est assez faible, mais l'Australie, qui est voisine, envoie son lithium en Chine pour être raffiné. Et donc on voit la Chine commencer à répondre aux restrictions mises en place par les États-Unis sur la technologie par des réponses adaptées à ses moyens et à ses spécificités, notamment en annonçant avant l'été une restriction sur les ventes de gallium et de germanium, deux terres rares qui sont indispensables à beaucoup de technologies bas carbone et beaucoup de technologies de défense, en annonçant tout récemment qu'à partir de la fin de l'année, elle restreindrait également les exportations de graphite, qui sont absolument essentielles pour la réalisation des batteries des véhicules électriques. Donc effectivement, on a déjà les prémices de l'impact de cette guerre technologique sur la transition énergétique, parce que on va pas pouvoir faire sans la Chine, en tout cas au moins pour la fin de cette décennie. Et la Chine l'a bien compris et commence à pousser ses pions pour essayer de tirer avantage de cette situation. Ça va nourrir la hausse des prix, la transition énergétique va coûter de plus en plus cher, du coup par la force des choses, on l'estimait, le coût était déjà faramineux avant la résurgence de cette guerre technologique entre les États-Unis et la Chine, du coup par la force des choses, ça va faire qu'empirer selon vous? Oui, c'est très probable. Enfin, pour moi, il faut bien comprendre une chose. On a aujourd'hui une industrie qui est basée sur une énergie peu chère, abondante et pratique, que sont les énergies fossiles. On veut décider de passer à un modèle qui est peut-être un peu moins pratique, notamment parce qu'il y a la question de l'intermittence à gérer. Ça ne peut pas avoir de coût. Et puis, pour ce qui est de continuer à utiliser les énergies fossiles, on a décidé de prendre en compte une externalité négative qu'on ne prenait pas en compte avant, donc ça a forcément un coût. Donc, on a très probablement de bonnes raisons de penser que les énergies vont coûter de plus en plus cher. Et pour ce qui est des énergies renouvelables en particulier, on fait le pari qu'avec les économies d'échelle, on va avoir des coûts qui baissent indéfiniment, enfin qui baissent régulièrement, pardon. Et notre avis chez Ophi Invest Asset Management, c'est que malgré tout, les besoins en métaux que vont générer cette transition risquent de faire très fortement monter le prix de ces métaux. Je vous donne un chiffre, hein. Le CNRS estime que dans les 30 prochaines années, on va devoir extraire de la croûte terrestre autant de métaux que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et on ne s'est pas préparé à ça. Donc, il est très probable que ça entraîne des tensions très fortes sur le prix de certains métaux indispensables à ces technologies. Et si le prix de ces métaux augmente et qu'en même temps le prix de l'énergie augmente, eh bien, on ne peut pas voir le prix de ces énergies renouvelables baisser. Donc, on aura probablement la nécessité de payer une énergie plus chère dans les décennies à venir. Benjamin, pour finir votre intervention, on va réévoquer de nouveau le conflit au Proche-Orient, mais sous l'angle du gaz naturel cette fois-ci. Ma première question, c'est de savoir est-ce que les flux mondiaux peuvent être perturbés? Parce qu'on a observé au début du conflit un pic en fait de prix, mais est-ce que cette hausse de prix était réellement liée à cette attaque du Hamas contre Israël, ou bien un autre facteur en est la conséquence? Deuxième partie de ma question, hier on a appris que les États-Unis avaient mis en place des sanctions à l'encontre du GNL russe. Est-ce que tout ça va perturber les marchés mondiaux, les flux mondiaux de GNL selon vous? Alors, je ne pense pas. Si on revient sur pour la première partie de votre question sur l'impact du conflit au Proche-Orient sur les prix du gaz, il y a effectivement une hausse qui a été concomitante au début de l'affrontement
entre Israël et le Hamas, enfin plutôt à l'attaque du Hamas sur Israël. Mais en fait, je ne pense pas que cette hausse était vraiment liée à cette problématique du Proche-Orient. Il y a eu exactement au même moment quelque chose dont on a beaucoup moins parlé, c'est qu'il y a eu un problème sur un pipeline qui relie l'Estonie à la Finlande, un gazoduc, et il semblerait, après enquête, que ce dysfonctionnement soit lié à un sabotage. Donc c'est la deuxième fois après ce qui est arrivé à Nord Stream que on constate ce genre d'opération, et donc ça pose la question de savoir si l'approvisionnement en gaz est sécurisé. Et c'est ça qui pour moi a fait monter le prix du gaz au moment où le Hamas a attaqué Israël, et pas tellement le conflit israélo-palestinien. Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, est-ce que le flux de gaz peut être perturbé? Je vais vous dire très honnêtement, sur les sanctions qui ont été mises sur le gaz GNL russe, le but du jeu est surtout de limiter les ressources que la Russie peut tirer de ses énergies fossiles. Mais en aucun cas, on a vocation et intérêt à supprimer l'accès du gaz et du pétrole russe sur le marché. On s'est bien organisé pour qu'il puisse continuer à arriver, tout simplement parce que vous ne pouvez pas vous passer d'un des acteurs majeurs de ce marché. On le voit bien sur le pétrole. On a mis en place un espèce de cap sur le prix pour éviter que la Russie touche trop d'argent, mais on s'est arrangé pour que le pétrole russe continue à arriver sur le marché, tout simplement parce qu'on ne sait pas faire 110 millions de barils par jour, c'est-à-dire 10% de la production mondiale. Donc on doit s'arranger pour que ça continue à arriver. L'impact, par contre, peut être sur le prix. Et là, au moment où on rentre dans l'hiver, aujourd'hui, il y a des bonnes raisons d'être plutôt optimiste. On a, par rapport à l'hiver dernier, une situation qui s'est beaucoup améliorée pour plusieurs raisons. D'abord parce que les stocks de gaz en Europe sont pleins à 98%, première chose. Et deuxième chose, parce que on a en France notre industrie nucléaire qui se porte beaucoup mieux que l'année dernière, avec des réparations qui ont été assurées sur l'ensemble des centrales qui avaient connu des problèmes de corrosion sur contrainte. Donc on a l'essentiel de notre parc qui est disponible. Donc à moins d'avoir un hiver très froid, on ne devrait pas avoir trop de tension sur le gaz, et soyons optimistes, normalement on n'aura pas de problème d'approvisionnement en gaz. Ce qui peut éventuellement se poser par contre, c'est qu'en fin de saison, si l'hiver est froid à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février, eh bien se procurer du GNL, compte tenu de la concurrence internationale qu'il y a sur ce gaz naturel liquéfié, nous coûte beaucoup plus cher. Donc on peut craindre une volatilité des prix, mais en revanche, on doit être assez rassurant sur le fait qu'on ne manquera pas de gaz a priori cet hiver. Oui, comme en fin de saison dernière, je crois qu'un système d'enchères s'était mis en place et que finalement on achetait du GNL qui était à l'origine destiné, je crois, au Japon, qui partait d'Australie, qui était destiné au Japon et qui finalement a été dérouté vers chez nous, mais qui a des prix bien supérieurs. Merci beaucoup, Benjamin Louvet, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes, alors je suis désolé, je l'ai plus, vous êtes directeur de la gestion matières premières, voilà, chez Ophi Asset Management, et c'est toujours un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Monsieur Louvet. On marque une rapide courte page de publicité, on se retrouve juste après avec la commo du jour et Mathieu Drial. À tout de suite.